Bonsoir Rhys. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des grandes plumes de Charlie Hebdo, rescapé, je le disais, de l'attaque du 7 janvier, blessé à l'épaule. C'est la première fois qu'on vous entend. Alors vous avez quitté l'hôpital ce matin, vous êtes sur vos deux pieds, vous êtes remis? Je suis remis partiellement, je marche, c'est déjà ça, et puis mon épaule se remet peu à peu, voilà. Alors, que s'est-il passé ce jour-là? Le 7 janvier, vous étiez, je crois, avec les autres autour de la table de la conférence de rédaction. Que s'est-il passé? On discutait de choses et d'autres comme dans n'importe quelle conférence de rédaction, et puis soudain on a entendu une détonation qui nous a un peu intrigués. Moi j'ai cru personnellement que c'était un objet ménager qui était défectueux, et puis deux autres détonations qui là nous ont semblé très suspectes, puisque tout le monde s'est levé d'un seul coup, et on a compris que quelque chose d'anormal était en train de se passer. Et à cet instant-là, la porte de la salle de rédac s'est ouverte, et j'ai vu, de là où j'étais, j'ai vu un homme armé et cagoulé surgir avec une mitraillette. Et pour ma part, à cet instant-là, je me suis jeté au sol, face contre terre. Donc je n'ai plus... c'est la dernière chose que j'ai vue. Après, je n'ai plus fait qu'entendre des sons. Et ces sons, c'était des coups de feu. C'était des coups de feu et uniquement des coups de feu. Et il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de hurlements. Quand vous dites j'ai entendu des sons, c'est-à-dire vous avez entendu les tueurs s'exprimer? À un moment donné, oui, ils se sont parlé entre eux. Il y en a un qui revendiquait l'appartenance de son organisation à une organisation issue du Yémen. J'ai entendu le mot Yémen. J'en ai entendu un qui disait à l'autre qu'il ne fallait pas tuer les femmes. Et j'en ai entendu un autre, qui d'ailleurs était le même, je crois, vérifier avec son acolyte que Charles était bien mort. Voilà. Et c'est lorsque vous étiez à plat ventre que vous avez été visé et touché par un tir? Il y a un tir à un moment donné, effectivement, qui m'a touché à l'épaule. Voilà. Vous avez cru votre dernière heure arriver? Oui, c'est sûr que tout était possible. On est tellement vulnérable rien ne vous protège. Donc, s'il a envie de tirer sur vous, il fait ce qu'il veut. À qui ou à quoi devez-vous la vie, d'après vous, d'avoir eu la vie sauve? Au hasard, certainement. Au hasard, peut-être par le fait que je me suis couché tout de suite. Mais j'ai pas de réponse bien précise et bien sérieuse à donner à cette question. Alors, vous êtes ensuite hospitalisé et vous dites j'ai vécu des jours dans l'angoisse, dans la hantise que les tueurs reviennent, eux, ou d'autres tueurs. Oui, parce que j'ai vite compris que c'était des gens très très organisés, déjà en les voyant à l'œuvre. C'était des guerriers en fait. Ils étaient habillés comme des guerriers, ils se sont comportés comme des guerriers et ils ont commis un acte de guerre. Et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait peut-être d'autres équipes, ou j'imaginais qu'il y avait d'autres équipes. Alors il y a eu effectivement d'autres attaques terroristes le même jour, donc ça montrait quand même que c'était quelque chose d'assez bien conçu, d'assez complexe et d'assez vicieux comme plan. Donc c'est vrai qu'après, quand on est seul à l'hôpital, on gamberge et on imagine tout un tas de choses. On se dit que peut-être il y en a d'autres qui vont arriver pour vous achever, des choses comme ça, quoi. Est-ce que vous avez aujourd'hui le cœur, est-ce que vous avez l'envie, le cœur pour reprendre le travail, pour redessiner, pour rediriger Charlie Hebdo? Vous l'avez au fond de vous? Aujourd'hui, oui. Mais c'est vrai que le jour de l'attentat, je n'avais plus envie de faire ce métier du tout. C'est-à-dire que je n'avais plus envie de dessiner du tout. C'est même pas de dessiner dans la presse, je n'avais plus envie de dessiner. Parce que je me disais, si les gens nous détestent à ce point-là, ça veut dire qu'on n'intéresse plus personne, ça veut dire que ce métier est vain. Mais bon, ça c'était l'émotion du jour, mais je dirais qu'aujourd'hui ça a quand même un peu changé, on reprend un peu ses esprits et puis on se dit que la meilleure réponse c'est de continuer à faire ce journal. Alors vous dites que vous n'avez pas suivi les événements au jour le jour, vous étiez forcément en pleine convalescence, sonné. Est-ce que vous avez eu conscience de tout ce qui s'est passé, d'abord ces millions de gens qui ont brandi des pancartes Charlie Hebdo, de ces millions de gens qui ont défilé, on va en découvrir quelques images, qui ont défilé dans les rues, pour vous, pas seulement pour les autres victimes, mais enfin qui ont défilé en vous faisant les héros d'une certaine manière de la liberté. Vous en avez eu conscience? À l'instant où ça s'est passé, non. Moi j'ai vécu un peu les choses en décalage. Je demandais des informations, mais 2 ou 3 jours après la réalisation des événements. Je voulais pas être trop collé à l'actu. J'étais encore un peu dans
dans le jour du crime, je dirais. Donc je voulais, c'est un peu comme un sas de décantation. Je voulais avoir 2-3 jours de décalage entre ce qui se passait et ce qu'on me racontait. Donc c'est vrai que lorsque la manif a eu lieu, j'ai pas eu conscience. Aussi, on m'a dit qu'effectivement c'était une manif absolument incroyable. Mais oui, non. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous le réalisez? Ben, je me dis que Charlie Hebdo, enfin, d'abord, les crimes qui ont eu lieu durant cette journée, il n'y a pas eu que Charlie Hebdo qui a été victime, les crimes qui ont eu lieu durant cette journée ont choqué toute la France et que ça a été le révélateur aussi de beaucoup de choses. C'est pas moi qui ai la réponse sur le sens exact de cette journée de manifestation, mais en tous les cas, elle laisse songeur et elle invite à se poser. Elle vous fait chaud au cœur aussi? Elle fait chaud au cœur et elle fait réfléchir aussi sur ce qu'il y a encore à faire de positif dans ce pays, quoi. Il y a encore des gens qui sont prêts à se mobiliser. Alors parlons un peu de l'avenir. Est-ce que vous entendez d'abord dans le monde, mais aussi en France, la gêne ou les protestations, à l'image de ces manifestations, de ceux qui se sentent offensés par les caricatures parues dans le dernier numéro? Bien sûr, mais ça c'est inévitable et c'est presque normal. On vit dans une société ouverte. À partir du moment où vous exprimez, vous savez très bien que tout le monde n'a pas vos opinions, mais ça fonctionne dans les deux sens. Nous aussi, on accepte d'entendre des choses qui nous heurtent parce qu'on a aussi des convictions. Quand on est athée, on a aussi des convictions d'athée. Mais bon, il faut cohabiter avec des choses diverses et variées. Donc je crois que c'est aussi l'apprentissage pour nous tous et peut-être à l'échelle mondiale de vivre avec ce qui n'est pas soi, ce qui est différent de soi. Vous allez poursuivre dans cette voie sans hésitation? Mais nous, on fera ce qu'on sait faire, on ne sait rien faire d'autre. Donc on va pas inventer autre chose. Voilà. On est un journal satirique, humoristique. Voilà, on continuera à faire un journal satirique et humoristique. C'est ce qu'on sait faire de mieux. Charlie Hebdo vivra. Bien sûr. Longtemps? Le plus longtemps possible. On essaiera. Merci Iris d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite bien sûr un rétablissement complet et puis de belles réalisations. Merci. Merci beaucoup.